Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on aborde un thème aussi familier que complexe, quand la nutrition juge les corps. Bonjour. Et pour nous guider, on a une source vraiment passionnante, la thèse de doctorat de Pierre Fraser, qui est à la fois linguiste et sociologue. Ce qui lui donne un regard assez unique sur la question. Exactement. Et je préfère le préciser tout de suite, l'idée ici, c'est pas de donner des conseils pour un régime. Loin de là, on va plutôt essayer de démonter la mécanique. Oui, Comprendre comment nos idées sur l'alimentation, la minceur, l'obésité, en fait, ce sont des constructions sociales, façonnées par l'histoire, par la culture. c'est tout l'enjeu. La thèse de Fraser, elle nous invite à faire un pas de côté. Au lieu de se demander qu'est-ce qui est bon pour la santé, il nous fait demander pourquoi est-ce qu'on pense que ça, c'est bon pour la santé. On quitte la science pure, en quelque sorte. C'est ça. On entre dans l'analyse du discours, des valeurs, des symboles qui se cachent derrière ce qu'on appelle le bien manger. D'accord, alors allons-y. Fraser commence par identifier ce qu'il appelle des constantes dans notre façon de penser l'alimentation au XXe et XXIe siècle. Hmm. La première, je pense qu'on la connaît tous, c'est ce lien quasi automatique entre la minceur et la santé. C'est presque un réflexe. C'est le socle, la base sur laquelle tout le reste est construit. Mais la deuxième constante, elle, est intéressante dans sa structure. C'est une double logique. C'est-à-dire? D'un côté, il y a ce qu'il nomme la nutrition négative. C'est tout ce qu'il faut éviter, ce qu'on voit en gros sur les étiquettes. Le gras, le sucre, le sel. Le mal. Voilà. Et de l'autre côté, pour faire contrepoids, on a le produit santé vedette. Ah, l'aliment miracle du moment. Exactement. Les bêtes goji hier, lequel avant-hier, je sais pas ce que ce sera demain. C'est tout à fait ça. C'est l'aliment qui, à lui seul, est censé nous sauver, contrer tous les effets néfastes. On a donc un diable d'un côté et un sauveur de l'autre. C'est une narration très très puissante, presque mythologique. C'est une structure quasi religieuse en fait. On a le péché, le gras, le sucre et la rédemption par l'aliment miracle. Oui. Ça explique sans doute pourquoi on est si prompt à sauter sur la dernière tendance. Mais cette idée de sauveur m'amène à une autre constante. Le fait que tout ça change tout le temps. Et c'est sa troisième constante, le caractère incroyablement changeant des recommandations. Un dogme nutritionnel aujourd'hui peut devenir une hérésie demain. Le beurre, les œufs. Ah, le beurre et les œufs, c'est l'exemple parfait. Il y a 20 ans, c'était les ennemis publics numéro 1. Absolument. Responsables de tous les maux cardiovasculaires. Aujourd'hui, de nombreuses études les ont réévalués, voire complètement réhabilités. C'est une pression énorme. Je me souviens de ma grand-mère qui était absolument persuadée que manger plus d'un œuf par semaine était un danger mortel pour le cœur. Aujourd'hui, on entend le discours inverse. Ça illustre parfaitement cette instabilité. Et cette instabilité s'explique par sa quatrième constante, l'extrême complexité de la science de la nutrition. Ce n'est pas une discipline unique en fait. Non, c'est un carrefour de plusieurs domaines. Exactement. Médecine, biochimie, sociologie, épidémiologie, psychologie. Chaque discipline a son propre angle, ses propres méthodes, et du coup, les consensus sont difficiles à atteindre et les remises en question, elles, sont permanentes. D'accord, donc on a ces 4 piliers, minceur égale santé, le bien contre le mal alimentaire, des règles qui changent sans arrêt, et une science trop complexe pour donner des réponses simples. Comment Fraser utilise ça pour construire son argument principal? Eh bien, il s'en sert pour affirmer son concept central. La saine alimentation est avant tout une construction sociale. Ok, Ce n'est pas une vérité objective, immutable, qui tomberait du ciel. C'est une représentation collective, une histoire que notre société se raconte et qui s'appuie sur des cadres de pensée qui existent déjà pour paraître crédibles. et il décompose cette histoire, cette logique? Oui, en 3 temps. D'abord, il y a l'affirmation santé. C'est une instance, scientifique ou médiatique, qui déclare qu'un aliment ou un nutriment est bon pour la santé. D'accord. Ensuite, vient la prétention santé. L'industrie agroalimentaire ou le marketing s'en empare et prétend qu'en consommant ce produit, on va obtenir un bénéfice tangible. Et la dernière étape, Sam? On arrive à la fonction santé. L'aliment devient un symbole. Ce n'est plus juste un aliment. L'antioxydant devient le symbole de la détox, les oméga 3 celui de l'intelligence ou de la santé du cœur. Ce sont des raccourcis mentaux, quoi. Et j'imagine que dans ce système de symboles, un corps qui ne correspond pas à l'idéal de minceur devient lui aussi un symbole, mais un symbole négatif. C'est la conclusion logique et implacable.
Dans ce système, le corps en surpoids ou obèse devient l'incarnation de tout ce que la saine alimentation rejette. Il est la preuve visible de l'échec. Le signe que la personne n'a pas suivi les règles. Voilà. Le corps lui-même devient un jugement moral. C'est un jugement incroyablement dur. Mais ce système de pensée n'est pas apparu comme ça, d'un coup. Frager doit bien expliquer d'où ça vient, non? Absolument. Il identifie 4 grands phénomènes qui ont mené à ce qu'on appelle aujourd'hui la lutte contre l'obésité. Le premier, c'est une idée très ancrée dans la culture occidentale, l'individu souverain. C'est-à-dire? C'est un héritage de la réforme protestante, puis des Lumières. L'idée que chaque être humain est seul maître de son destin, et donc par extension, seul responsable de son corps et de son poids. Je vois. Tout le poids de la responsabilité repose sur les épaules de l'individu. C'est ça. Il donne un exemple parlant, une loi américaine de 2005, au nom très révélateur, le Personal Responsibility in Food Consumption Act, la loi sur la responsabilité personnelle dans la consommation alimentaire. Le titre dit tout. Voilà. Je comprends l'idée, mais est-ce que cette approche ne va pas un peu trop loin? Nier toute forme de responsabilité individuelle, n'est-ce pas un peu déresponsabilisant en soi? Où est l'équilibre? C'est une excellente question. Fraser ne nie pas que les choix individuels existent. Ce qu'il soutient, c'est que le cadre dans lequel on fait ses choix est tellement contraignant que parler de responsabilité personnelle comme seule cause devient presque cynique. D'accord. Cette culture de la responsabilité occulte complètement les facteurs structurels, socio-économiques, environnementaux. On isole l'individu de son contexte pour mieux le juger. Ce qui m'amène à penser à l'environnement dans lequel on vit, c'est probablement un autre des phénomènes qu'il analyse. C'est son deuxième et son troisième point qui sont liés. Le deuxième, c'est l'existence de ce qu'il appelle une infrastructure de la prise de poids. Une infrastructure? Oui, et ce n'est pas une image. C'est très concret. L'urbanisme de certaines villes, pensé pour la voiture, les emplois de bureau, de plus en plus sédentaires, et surtout l'ingénierie alimentaire. C'est vrai. On parle de bliss point, ce mélange parfait de sucre, de gras et de sel que les industriels recherchent pour rendre leurs produits quasi irrésistibles. Donc on demande à l'individu d'utiliser sa seule volonté pour résister à des produits qui sont spécifiquement créés pour la court-circuiter. Voilà. Et c'est là qu'intervient le troisième phénomène. La saine alimentation, telle qu'on la promeut, est en fait une réaction défensive à cette infrastructure. Une contre-offensive. Une contre-offensive, mais une contre-offensive individuelle. Il cite le rapport du sénateur américain McGovern dans les années 70, qui est un vrai tournant. On ne se contente plus de vagues conseils, on fixe des objectifs chiffrés, précis. Moins de viande rouge, plus de légumes, moins de 10% de gras saturés. C'est un véritable manuel de combat individuel contre un système. Mais alors, la contradiction est énorme. On demande à une personne de se battre seule contre une infrastructure surpuissante et les seules armes qu'on lui donne, ce sont ces recommandations nutritionnelles dont on vient de dire qu'elles sont instables et tout le temps remises en question. Mais c'est précisément l'absurdité C'est absurde. que Fraser met en évidence. C'est comme si on disait à un soldat « Voici ton plan de bataille, mais attention, il se pourrait qu'il soit complètement faux et qu'on le change demain. » La pression psychologique est immense. Et cette pression est décuplée par le dernier phénomène, j'imagine? Le quatrième, oui, le rôle d'amplificateur des médias. L'omniprésence du sujet. Exactement. Les magazines, la télé et aujourd'hui les algorithmes des réseaux sociaux. Tous accordent une attention massive, quasi obsessionnelle, à la question du poids et de l'obésité. Ça renforce la centralité du problème dans nos esprits et la pression qui va avec. D'accord, le tableau est assez clair. On a un individu jugé seul responsable, un environnement qui le pousse à prendre du poids, des règles confuses pour se défendre et des médias qui mettent tout ça sous un projecteur assourdissant. Mais j'ai l'impression que ça, c'est la mécanique, pas le moteur. Qu'est-ce qui alimente vraiment cette machine? Vous mettez le doigt sur le cœur de la thèse de Fraser. Selon lui, ces 4 forces ne sont que des manifestations d'un moteur bien plus profond. Ah, Son argument principal, c'est que le véritable moteur de cette construction sociale n'est pas, au fond, une question de santé. C'est une aversion envers le corps hors norme. attendez. Donc, au fond, ce ne serait même pas une question de santé. Ce serait une peur, une aversion pour ce qui est différent physiquement. C'est la clé de son analyse. Cette aversion a des racines socioculturelles et morales très anciennes. Il les fait remonter à la Renaissance, au concept protestant de gouvernement de soi. Se maîtriser, se contrôler. Voilà. L'idée qu'un individu digne de ce nom doit se contenir, contrôler ses pulsions.
Dans cette vision du monde, le corps obèse n'est qu'une des nombreuses manifestations de ce qui est perçu comme anormal, comme un manque de contrôle, un laisser-aller. C'est vertigineux de penser que ça vient de si loin. Et Frazier donne un exemple absolument frappant pour montrer à quel point cette aversion est ancrée. Celui de la grossesse. Ah oui, c'est très juste. Un processus naturel où la prise de poids est non seulement normale, mais nécessaire. Et pourtant, il cite des témoignages de femmes qui vivent ça avec la crainte de devenir hors norme, de ressembler à une baleine échouée. C'est une illustration parfaite. Le problème n'est pas la graisse qui vient de la malbouffe, c'est la déviation par rapport à une norme corporelle très stricte. Peu importe la raison, le corps qui déborde est suspect. C'est fou! Et ce qui rend l'analyse encore plus percutante, c'est la connexion directe qu'il établit entre cette aversion et la classe sociale. Attendez, ça veut dire que ce qu'on présente comme un enjeu de santé publique serait en fait, et peut-être même surtout, un marqueur de classe sociale. C'est une perspective radicalement différente, oui. C'est une bombe comme idée. C'est une inversion historique fascinante. Dans une société de pénurie, où la nourriture est rare, être gras, c'est un signe de richesse, de statut. Le roi bien en chair, le bourgeois prospère. C'est une preuve de réussite. Exactement. Mais dans notre société d'abondance alimentaire, c'est l'opposé. La minceur, surtout une minceur entretenue par le sport, une alimentation contrôlée et coûteuse, devient le marqueur des classes aisées. Elle signale la discipline, l'éducation, Les moyens. les moyens financiers de s'offrir du temps à des produits de qualité, oui, Et par conséquent, le surpoids se retrouve associé aux classes moins favorisées. inévitablement. Il devient le stigmate de la consommation d'aliments industriels, moins chers, plus accessibles. Et donc, l'aversion pour le gras, analyse Fraser, devient une forme de distinction sociale. C'est dur, hein, comme constat. Il va même plus loin. Il part d'une répulsion du mieux nanti vis-à-vis du moins bien nanti. La lutte contre l'obésité, vue sous cet angle, n'est pas seulement une campagne de santé publique. Non, C'est aussi une manière de normaliser les corps selon un idéal promu par les élites. Il fait d'ailleurs une référence directe à Michel Foucault et son concept de surveiller et punir. On surveille les corps et on punit socialement ceux qui ne correspondent pas à la norme. et tout d'un coup, je vois ces outils de surveillance partout. L'IMC, l'indice de masse corporelle qui devient une sorte de sentence. Le pèse-personne dans la salle de bain, le miroir, l'industrie de la mode. Mhm. Donc, si je suis la logique, tous ces outils que je croyais liés à la santé, comme acheter bio, faire du yoga ou du pilates, sont en réalité aussi, et peut-être surtout, des marqueurs de statut social. Ils le deviennent. Ce ne sont plus de simples choix de vie, ce sont des signaux qui tracent des frontières physiques sur le corps, mais aussi des frontières symboliques, immatérielles, entre les groupes sociaux. Le corps devient un terrain d'affichage. Un terrain où s'affichent les positions et où se jouent les hiérarchies sociales, oui. C'est une conclusion puissante. Si on résume, ce que cette thèse nous révèle, c'est que notre regard sur l'alimentation et le corps est bien moins une question de science pure qu'une construction. Une construction sociale. Façonnée par l'histoire, la classe sociale et une peur profonde de la non-conformité. La lutte contre l'obésité apparaît alors moins comme une question médicale que comme un véritable enjeu de pouvoir. De pouvoir et de normalisation sociale. C'est une excellente synthèse. Et Fraser ne s'arrête pas là. En conclusion, il ouvre la porte à des questions encore plus vertigineuses. Il en pose deux, principalement. La première, Il se demande si cette aversion envers le corps hors norme, dont on a vu l'ancrage culturel et social, ne pourrait pas être encore plus profonde. Se pourrait-il, avance-t-il comme une hypothèse provocatrice, qu'il existe chez l'être humain une prédisposition innée, une sorte d'aversion quasi biologique envers tout ce qui dévie de la norme corporelle du groupe? c'est Il laisse la question ouverte, bien sûr. C'est une pensée assez troublante parce qu'elle toucherait à quelque chose de fondamental en nous. Et que nous laisse-t-il d'autre à méditer? La deuxième question nous projette dans le futur. Il évoque les projets transhumanistes qui visent à parfaire le corps, à éliminer les différences physiques. Et il pose cette question: que se passera-t-il lorsque ces technologies permettront de gommer ces différences? Est-ce que ça résoudra le problème? Ou bien, est-ce que ça ne fera qu'en créer un nouveau, encore plus radical, une hiérarchie entre les améliorés et les naturels? Là encore, la question reste ouverte, et elle nous oblige à nous interroger sur la véritable source des jugements que nous portons sur les corps des autres et sur le nôtre.